La chaleur du four où cuisait la dinde farcie emplissait la petite maison d'une odeur réconfortante, contrastant violemment avec la froideur qui émanait du salon. Louise s'affairait, les joues rougies par l'effort et la chaleur, ajoutant une dernière touche de persil sur les toasts au saumon. Chaque année, elle mettait un point d'honneur à ce que le réveillon de Noël chez ses parents soit parfait, et cette année n'avait pas fait exception. 20 000 €. C'était la somme, vertigineuse, qu'elle avait dépensée au fil des mois pour eux, pour que son frère Bastien puisse enfin démarrer son projet, pour que les factures soient payées, pour que la vie soit un peu plus douce. Ses enfants, Chloé, 14 ans, et Mathis, 8 ans, étaient assis sagement sur le canapé, leurs regards passant nerveusement de leur grand-père, au visage fermé, à leur mère. Chloé, avec la sensibilité aiguë de l'adolescence, sentait l'orage gronder. Mathis, lui, se balançait doucement, fredonnant un chant de Noël, encore inconscient des subtilités des drames adultes. Dans un coin du salon, sur une étagère chargée de bibelots sans âme, reposait un vieux carnet de croquis à la couverture élimée. La poussière le recouvrait comme un linceul, témoin silencieux des rêves de dessin que Louise avait mis de côté, il y a si longtemps, pour des responsabilités plus pressantes. Personne n'y prêtait attention. Sa mère, Hélène, se rongeait les ongles dans un coin de la cuisine, jetant des regards inquiets à son mari, puis à Louise. Elle ressemblait à une souris prise au piège, incapable d'agir, incapable de parler. Le père, Robert, trônait dans son fauteuil, un journal déplié sur les genoux, qu'il ne lisait pas. Son silence était lourd, menaçant. Il attendait. Les toasts sont prêts, lança joyeusement Louise, essayant de briser la glace. Robert daigna lever les yeux. Il était temps. Bastien ne va pas tarder. J'espère au moins que pour lui, tout sera à son goût. La pique était claire. Louise sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle sourit, courageusement. Tout est prêt, papa. Et j'ai trouvé le vin qu'il aime tant. L'arrivée de Bastien fut annoncée par le bruit d'une voiture sport se garant bruyamment devant la maison. Il entra, tout sourire, les mains vides, saluant à peine sa sœur. Alors, cette dinde? J'ai une faim de loup. Le repas commença dans une atmosphère électrique. Chaque bouchée semblait difficile à avaler. Louise tentait de maintenir une conversation, parlant des progrès de Mathis à l'école, de l'intérêt naissant de Chloé pour la photographie. Robert ne répondait que par monosyllabes, tandis que Bastien dévorait son assiette en se plaignant du manque de saveur des marrons. Puis vint l'incident. Un détail infime. En servant le dessert, une bûche pâtissière achetée à grands frais, Louise fit tomber une petite part par terre. Le visage de Robert se durcit instantanément. Maladroite. Toujours aussi maladroite. Tu ne peux donc rien faire correctement? Papa, c'est juste un petit accident. Commença Louise, le cœur battant. Un accident? La voix de son père monta d'un cran. Avec toi, tout est toujours un accident. Regarde-moi ça, du gâchis. Tu sais combien ça coûte, ça? Mais bien sûr que non, tu ne sais rien de la valeur de l'argent, toi. Sauf quand il s'agit de le dépenser inutilement. Hélène murmura, Robert, calme-toi, s'il te plaît. Toi, tais-toi, hurla-t-il en direction de sa femme, qui se recroquevilla. Puis, se tournant vers Louise, le visage congestionné de fureur, j'en ai assez de toi, de tes airs supérieurs, de tes leçons de morale. Tu te crois mieux que nous? Bastien, lui au moins, il a de l'ambition, il essaie de construire quelque chose. Il mérite mieux qu'une sœur comme toi qui sème la zizanie. Il mérite mieux que cette famille. Les mots la frappèrent comme des gifles. Il mérite mieux. Papa? Dehors. Le mot claqua comme un coup de fouet. Prends tes enfants et sors de chez moi. Tu as gâché ce Noël, comme tu gâches tout ce que tu touches. Dehors. Il désigna la porte, le doigt tremblant de rage. Bastien, lui, contemplait la scène avec un petit sourire satisfait, sans dire un mot. Chloé avait les larmes aux yeux. Mathis, terrifié, s'agrippa à la jupe de sa mère. Louise, le visage blême, sentit quelque chose se briser en elle. L'humiliation était totale, publique, devant ses propres enfants. Elle attrapa leurs mains, et sans un regard en arrière, franchit le seuil.
La porte claqua violemment derrière eux, scellant des années de sacrifices et de déception. Dans le froid glacial de la nuit de décembre, sous les étoiles indifférentes, Louise sanglotait en silence en attachant ses enfants dans la voiture. Les cadeaux qu'elle avait mis tant de soin à choisir étaient restés à l'intérieur. Les paroles de son père résonnaient dans sa tête, « Il mérite mieux ». Une rage froide, lucide, commença à monter en elle, étouffant le chagrin. Elle démarra la voiture, ses mains tremblant sur le volant. Elle jeta un dernier regard à la maison, aux fenêtres illuminées d'une fausse joie. Puis, une décision, irrévocable, prit forme dans son esprit avec une clarté effrayante. « Maman, où on va ?» demanda Mathis d'une petite voix. Louise caressa sa joue. « On rentre à la maison, mon chéri. Et demain, tout va changer. » Elle serra les dents. « Alors, c'est ça. J'ai tout annulé. » Elle pensa fugitivement à son carnet de croquis, à cette passion endormie. Une petite flamme, qu'elle croyait éteinte, venait de se rallumer au milieu des cendres de ce réveillon brisé. Un nouveau départ. Loin d'eux. Loin de cette toxicité. Ce serait dur, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit étrangement libre. Le matin de Noël se leva sur un silence pesant dans le petit appartement de Louise. Le soleil d'hiver, pâle et froid, peinait à réchauffer l'atmosphère. Hier soir, dans la précipitation et le désarroi, Louise avait couché Mathis sur le canapé et Chloé avait trouvé refuge dans la chambre de sa mère, laissant la sienne à Louise. Quelques cadeaux mal emballés, achetés à la hâte la semaine précédente pour ses enfants, gisaient sur la table basse, dérisoire témoin d'une fête avortée. Mathis fut le premier à s'éveiller, les yeux encore bouffis de sommeil et de larmes séchées. « Maman ? C'est Noël ?» Louise, qui n'avait pas dormi de la nuit, força un sourire. « Joyeux Noël, mon trésor. » Elle le serra contre elle, sentant son petit corps encore chaud. Chloé apparut ensuite, le visage fermé, les traits tirés. Elle jeta un regard noir au maigre paquet. « Super Noël », lâcha-t-elle d'un ton sarcastique avant de se laisser tomber sur une chaise. « C'est ta faute, de toute façon. Si tu n'avais pas énervé grand-père. » Chloé, la reprit doucement Louise, la douleur ajoutant une nouvelle fissure à son cœur déjà meurtri. « Ce n'est pas si simple. »« Bien sûr que si. Maintenant, on est là, et papy et mamie sont seuls, et Bastien aussi. » Louise ne répondit pas, se contentant de préparer un café au goût amer. La liberté avait un prix, et une partie de ce prix était la colère de sa fille. Elle prit une profonde inspiration. Il était temps de mettre son plan à exécution. Son téléphone à la main, elle commença par appeler sa banque. Annuler les virements permanents vers le compte de ses parents, celui destiné à couvrir le loyer de Bastien. Bloquer les prélèvements pour les multiples abonnements qu'elle réglait pour eux. Chaque clic sur l'application, chaque mot prononcé à son conseiller, était un pas de plus vers une indépendance douloureuse mais nécessaire. Les réactions ne se firent pas attendre. D'abord, son père. Sa voix, au téléphone, était un torrent de fureur contenue. « Louise ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La banque m'appelle, des paiements sont refusés. Tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu nous mets dans une situation impossible. C'est comme ça que tu nous remercies pour tout ce qu'on a fait pour toi ? Tout ce que j'ai fait pour vous, tu veux dire ? Rétorqua Louise, sa voix étonnamment calme malgré les tremblements qui la parcouraient. C'est terminé, papa. Je ne paierai plus. Et elle raccrocha, le cœur battant la chamade. Puis ce fut Bastien, plus géniard, presque paniqué. Lou ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Mon propriétaire vient de m'appeler. Tu ne peux pas me faire ça. Mon projet, j'ai besoin de cet argent. Tu avais promis. J'avais promis beaucoup de choses, Bastien. J'avais promis de toujours être là. Mais vous avez décidé que je n'y avais plus ma place. Alors, assumez. Fin de la conversation. Enfin, sa mère, Hélène. En larmes, suppliante. Mon bébé, je t'en prie. Ton père est hors de lui. Il va faire une crise. Tu sais comment il est. Essaie de comprendre. Reviens sur ta décision, pour moi, pour la famille. Maman, dit Louise, la voix brisée mais ferme.
J'ai essayé de comprendre pendant 35 ans. Maintenant, c'est à vous de comprendre. Je ne peux plus. Je ne veux plus. Elle entendit sa mère pleurer plus fort avant de raccrocher, épuisée, vidée. Le silence retomba, encore plus lourd. Chloé la regardait avec un mélange de stupeur et de ressentiment. Mathis, lui, s'était approché et lui prit la main. Louise ferma les yeux un instant. Des images de ces après-midi d'adolescente lui revinrent, le fusain courant sur le papier, l'odeur de la peinture à l'huile, la joie pure de créer. Une carrière artistique sacrifiée sur l'autel des priorités familiales, des projets plus sérieux de Bastien. La vision du carnet de croquis poussiéreux, aperçu la veille, s'imposa à elle avec une clarté nouvelle. Ce n'était pas juste un rêve perdu, c'était une partie d'elle-même qu'elle avait laissé mourir. Une impulsion la guida. Elle se leva, se dirigea vers le placard où elle rangeait de vieilles affaires. Elle en sortit le fameux carnet et une boîte de crayons de couleur presque neufs, achetés un jour pour Mathis et à peine utilisés. Elle s'assit par terre, près de son fils. « Tu veux dessiner avec moi, mon cœur ?» Mathis hocha la tête, un petit sourire timide éclairant son visage. Louise ouvrit le carnet à une page blanche. Sa main hésita un instant, puis, maladroitement d'abord, elle commença à tracer les contours d'un paysage imaginaire, un soleil éclatant, des montagnes bleues. Mathis l'imita, barbouillant avec application une feuille de son propre chef-d'œuvre. Chloé, depuis la table de la cuisine, les observait en silence. Sa moue boudeuse s'était légèrement atténuée, remplacée par une curiosité discrète. Elle ne dit rien, mais elle regardait la main de sa mère redécouvrir des gestes oubliés, une lueur nouvelle dans ses yeux. Peut-être que ce Noël glacial n'était pas seulement la fin de quelque chose, mais aussi, et surtout, le timide commencement d'autre chose. Une promesse fragile, esquissée au crayon de couleur sur une page blanche. Janvier s'était écoulé, emportant avec lui les dernières lueurs des fêtes de fin d'année et laissant place à un quotidien âpre et incertain. Louise avait tenu bon. Les appels de sa famille s'étaient espacés, remplacés par un silence lourd, presque aussi pesant que les accusations passées. Elle avait profité de cette accalmie forcée pour se concentrer sur l'essentiel, ses enfants et la construction d'un avenir. L'idée, née de ce premier dessin avec Mathis le matin de Noël, avait germé. Ses vieux crayons, son carnet retrouvé, étaient devenus les outils d'une renaissance. Avec les maigres économies qui lui restaient après avoir coupé les ponts financiers avec sa famille ironiquement, l'argent qu'elle n'avait pas dépensé pour eux ce mois-ci, elle avait investi dans du matériel de dessin de meilleure qualité et un petit ordinateur portable d'occasion. Son projet, créer des illustrations personnalisées pour enfants, des portraits stylisés, des annonces de naissance uniques. Elle avait baptisé sa micro-entreprise, Les Rêves de Lou, un clin d'œil à son prénom et à cette part d'elle-même si longtemps endormie. Les débuts étaient difficiles. Les nuits étaient courtes, passées à peaufiner son site web rudimentaire, à dessiner des modèles pour son portfolio, à comprendre les méandres des réseaux sociaux pour se faire connaître. Le doute la rongeait souvent. Était-elle à la hauteur? Qui voudrait de ses dessins? Chloé la regardait travailler avec une curiosité teintée d'un scepticisme adolescent, mais ne faisait plus de remarques acerbes. Mathis, lui, était son plus grand fan, s'émerveillant devant chaque nouvelle création. Un samedi matin, alors qu'elle tenait un petit stand précaire au marché des créateurs de son quartier, une tentative audacieuse pour se faire connaître, un homme s'arrêta longuement devant ses illustrations. Il était grand, la trentaine, avec des yeux bruns doux et un sourire discret. « C'est très beau ce que vous faites, » dit-il d'une voix posée. « Il y a beaucoup de tendresse dans votre trait. » Louise, surprise par ce commentaire sincère au milieu du brouhaha matinal, sentit une chaleur lui monter aux joues. « Merci, c'est gentil. Je m'appelle Rémi, » continua-t-il en lui tendant la main. « Et vous êtes Lou, des Rêves de Lou, j'imagine ?» Louise, en fait. « Mais Lou, ça me va aussi, » répondit-elle en lui serrant la main. Il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de compréhension tranquille, comme s'il devinait les tempêtes silencieuses qu'elle avait traversées sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Ils échangèrent quelques banalités, il lui acheta une petite carte illustrée d'un renard endormi, puis s'éloigna en lui souhaitant une bonne journée. Cette brève rencontre laissa à Louise une impression curieusement apaisante. Quelques jours plus tard,
alors qu'elle triait de vieux papiers administratifs pour y voir plus clair dans ses finances, elle tomba sur une liasse de relevés bancaires d'un compte joint qu'elle avait partagé avec Bastien des années auparavant, pour l'aider à gérer ses premiers investissements. Elle avait presque oublié son existence. Par curiosité machinale, elle vérifia si elle avait encore accès à l'historique en ligne. Ce qu'elle y découvrit la glaça d'effroi. Des dépenses exorbitantes dans des restaurants de luxe, des boutiques de vêtements de marque, des réservations dans des hôtels chics, et des virements réguliers vers des sites de jeux en ligne. Des sommes considérables, datant de l'époque où il lui jurait avoir besoin d'aide pour payer son loyer ou lancer une start-up qui n'avait jamais vu le jour. L'argent qu'elle lui avait versé, fruit de son travail acharné, de ses propres privations, avait été dilapidé avec une désinvolture révoltante. Mais le pire fut un échange de mails qu'elle trouva archivé, datant de l'année précédente. Bastien y discutait avec un ami, se vantant de la facilité avec laquelle il obtenait de l'argent de sa pauvre sœur un peu naïve, qui se console avec ses gribouillis d'artiste raté. Il décrivait avec un humour cruel comment elle s'imaginait encore avoir du talent, alors qu'elle n'était bonne qu'à signer des chèques. La nausée la submergea, suivie d'une colère froide et dévastatrice. Artiste raté. Gribouillis. Les mots la blessèrent plus profondément encore que la trahison financière. C'était donc ça, le mérite de Bastien? Une capacité à mentir, à manipuler, à mépriser ceux qui l'aidaient? Sa propre insécurité, sa jalousie peut-être, transparaissaient derrière cette cruauté. Louise serra les poings, les larmes montant à ses yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était une rage pure, une détermination nouvelle. S'ils pensaient qu'elle était une artiste ratée, elle allait leur prouver le contraire. Elle n'allait pas seulement survivre, elle allait réussir. Pour elle, pour ses enfants. Et pour cette petite flamme artistique qu'ils avaient tenté d'éteindre avec tant de mépris. Ces gribouillis allaient devenir sa force. Elle se remit au travail ce soir-là avec une énergie décuplée, chaque coup de crayon étant une affirmation de sa valeur, un défi lancé à ce passé toxique. Le chemin serait long, mais elle venait de trouver le plus puissant des carburants, la farouche volonté de transformer leur dédain en son triomphe. Les semaines qui suivirent la terrible découverte concernant Bastien furent pour Louise un étrange mélange de fureur créatrice et de tourments intérieurs. La rage, transformée en carburant, la poussait à travailler sans relâche pour « les rêves de Lou ». Son petit stand au marché des créateurs était devenu un rendez-vous régulier, et quelques commandes commençaient à arriver via son site internet, encore modeste mais de plus en plus visité. Chaque dessin vendu, chaque compliment reçu était une petite victoire sur le mépris de son frère. Pourtant, la nuit, le sommeil la fuyait souvent. Les mots de Bastien, gribouillis d'artiste raté, revenaient la hanter. Que devait-elle faire de ces informations? Les révéler à sa mère risquait de la briser davantage, elle qui semblait déjà si fragile. Mais garder ce secret pour elle était un fardeau. Les appels de sa famille, eux, avaient repris, plus insistants, plus désespérés. D'abord sa mère, Hélène, dont la voix au téléphone était un mélange de supplications et de reproches voilés. « Louise, ma chérie, ton père ne va pas bien. Il ne mange presque plus, il ne parle plus. Il s'inquiète tellement pour Bastien. Et puis, il y a les voisins, le qu'en dira-t-on? On a reçu un avis pour des impayés. Je ne sais plus quoi faire. » Louise écoutait, le cœur serré, mais tenait bon. « Maman, Bastien est un adulte. Papa aussi. Ils ont fait leur choix. » Puis Bastien lui-même, alternant les messages larmoyants et les tentatives de culpabilisation. « Lou, sœurette, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Je suis dans une situation terrible. J'ai fait des erreurs, je le reconnais, mais tu es ma seule famille. Pense à ce que papa et maman diraient. » Louise effaçait ses messages sans y répondre. Elle savait que ces erreurs étaient des gouffres financiers et des mensonges éhontés. Heureusement, il y avait des lueurs dans cette obscurité. Rémi, l'homme rencontré au marché, était revenu plusieurs fois. Il ne posait pas de questions indiscrètes, mais son écoute bienveillante était un réconfort. Un après-midi, alors qu'elle lui confiait à demi-mot les difficultés de jongler entre son projet et sa vie de mère célibataire, il lui avait dit simplement « Ce que vous construisez est admirable, Louise. N'en doutez jamais. » Ces mots, venant d'un quasi-étranger,
avait eu plus d'impact que des années de vains encouragements familiaux. Progressivement, elle s'était sentie en confiance pour lui parler un peu plus d'elle, de sa passion pour le dessin, des sacrifices passés, sans entrer dans les détails sordides de la trahison. Il écoutait, avec cette même compréhension tranquille qu'il avait touchée dès leur première rencontre. Chloé aussi, avait changé. Le scepticisme avait laissé place à une admiration discrète. Voyant sa mère se battre, créer, et commencer à récolter les fruits de son travail, l'adolescente avait mis de côté sa rancœur. Un soir, elle avait timidement proposé « Maman, si tu veux, je peux t'aider avec Instagram. Je m'y connais un peu. » Louise, émue, avait accepté avec joie. Bientôt, Chloé gérait avec une efficacité surprenante la communication des « rêves de loup » sur les réseaux sociaux, apportant une touche de modernité et une nouvelle clientèle. Les moments de complicité entre mère et fille, autour d'une nouvelle illustration ou d'une stratégie de publication, devenaient précieux. La routine s'installait, fragile mais porteuse d'espoir. Louise commençait à peine à respirer, à croire qu'un autre avenir était possible, lorsque le téléphone sonna un mardi soir. C'était sa mère, la voix étranglée par les sanglots, à peine audible. « Louise. C'est papa. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Louise. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? » Il a fait une attaque. Les médecins, ils ne sont pas optimistes. Hélène Octa. Il est à l'hôpital central. Tu dois venir, je t'en prie, je suis toute seule. Et Bastien, demanda Louise, la gorge nouée. Un long silence, puis sa mère reprit, la voix brisée. Bastien, il est parti. Disparu. Ses propriétaires ont appelé ce matin, il a vidé son appartement pendant la nuit. Des gens le cherchaient, des créanciers, je crois. Il nous a abandonnés, Louise. Il m'a laissé seule avec ton père malade. Louise resta silencieuse, le combiné collé à l'oreille. Son père, gravement malade. Son frère, en fuite, laissant derrière lui dette et désespoir. Et sa mère, seule, au bord du gouffre. Le passé, qu'elle avait tenté de tenir à distance, revenait la frapper avec une violence inouïe. Tous ses efforts pour construire une nouvelle vie semblaient soudain bien dérisoires face à ce nouveau cataclysme. Que devait-elle faire ? Le téléphone encore fumant dans sa main, Louise se laissa tomber sur une chaise, le souffle court. Son père, à l'hôpital. Bastien, en fuite. Sa mère, seule et désemparée. Un tourbillon d'émotions contradictoires la submergea. Une part d'elle, celle qui se souvenait avec une douleur cuisante du réveillon de Noël, de l'humiliation, des mots cruels, voulait crier « Bien fait. Débrouillez-vous ». Mais une autre part, plus profonde, plus humaine, ne pouvait ignorer la détresse de sa mère, ni l'image d'un vieil homme, son père malgré tout, luttant pour sa vie. Et puis, il y avait ses enfants. Comment leur expliquer qu'elle laissait leur grand-père affronter cela seule ? Elle passa une nuit blanche, tiraillée. Au petit matin, c'est en voyant le regard inquiet de Chloé et les questions muettes de Mathis qu'elle prit sa décision. Elle irait. Non par devoir filial aveugle, non pour reprendre son ancien rôle de sauveuse, mais pour elle-même. Pour affronter ce passé une bonne fois pour toutes, et peut-être, pour que ses enfants ne portent pas le fardeau de cette rupture. Elle irait, mais à ses conditions, avec sa vérité comme seule armure. Avant de partir, elle appela Rémi. Sa voix calme et son soutien inconditionnel furent comme un baume. Faites ce qui vous semble juste, Louise. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. L'hôpital central baignait dans une lumière blafarde et une odeur aseptisée qui lui serra la gorge. Elle trouva sa mère recroquevillée sur une chaise en plastique dans un couloir anonyme, le visage défait, les yeux rougis. En voyant Louise, Hélène se leva péniblement, comme si elle allait s'effondrer. Il est en soins intensifs. Les médecins disent que son état est stable, mais fragile. Louise la suivit jusqu'à une petite salle d'attente. Puis, après une profonde inspiration, elle se dirigea vers la chambre de son père. Robert était allongé sur le lit d'hôpital, le teint cireux, des tubes le reliant à des machines qui bipaient doucement. Il semblait si vieux, si vulnérable, si loin de l'homme autoritaire qu'il avait chassé quelques mois plus tôt. Il ouvrit les yeux et son regard croisa le sien. Aucune surprise, juste une immense lassitude.
Louise. Sa voix était un murmure rauque. Sa mère s'était glissée derrière elle, anxieuse. Papa, commença Louise, sa propre voix étonnamment assurée, bien que son cœur tambourina. Je suis venue. Mais je ne suis pas venue pour entendre des excuses, ni pour en faire. Je suis venue te dire ce que j'ai sur le cœur depuis trop longtemps. Elle parla calmement, sans haine, mais avec une fermeté nouvelle. Elle raconta les années de sacrifices financiers, les projets personnels mis de côté pour soutenir un frère qui ne le méritait pas. Puis, elle aborda le point le plus douloureux. Bastien. Tu l'as toujours mis sur un piédestal. Tu disais qu'il méritait mieux. Sais-tu ce que ton fils prodige faisait de l'argent que je lui donnais, cet argent que je gagnais durement pendant que mes propres rêves prenaient la poussière? Il le flambait dans des restaurants de luxe, des vêtements hors de prix, et surtout, sur des sites de jeux en ligne. Son père la regardait, les yeux écarquillés. Hélène, derrière, laissa échapper un petit cri étouffé. Louise continua, implacable, et pendant qu'il vivait cette grande vie grâce à moi, il se moquait de mes gribouillis d'artistes ratés auprès de ses amis. Voilà la vérité sur Bastien. Un long silence s'installa, seulement troublé par le bip régulier des machines. Robert détourna le regard, une larme coula lentement sur sa tempe. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible, brisée. Je savais qu'il était dépensier. Mais pas à ce point. Les jeux. Il ferma les yeux. J'ai échoué, Louise. Avec lui, avec toi. Il toussa péniblement. Mon propre père, il a tout perdu. La ferme familiale, notre honneur, à cause du jeu. J'avais juré à ma mère sur son lit de mort que jamais mon fils ne connaîtrait ça, que je le protégerais de cette faiblesse que je redoutais en lui, en moi. J'ai voulu qu'il réussisse à tout prix, pour effacer cette honte. Je l'ai surprotégé, étouffé. Et toi? Il la regarda, une douleur infinie dans les yeux. Tu étais si forte, si indépendante, comme ta grand-mère. Ton talent, ça me faisait peur. Ça me rappelait tout ce que je n'avais pas osé être. J'ai été un imbécile, un père injuste. À cet instant, une infirmière entra discrètement et tendit un téléphone portable à Hélène. C'est le poste de police de Lille, pour vous. Concernant un certain Bastien Fournier. Hélène prit l'appel, tremblante. Son visage se décomposa au fur et à mesure qu'elle écoutait. Elle raccrocha, hagarde. Ils ont retrouvé Bastien. Dans un hôtel miteux. Endetté jusqu'au cou. Il était seul, en pleine crise de panique. Il a dit qu'il en voulait à Louise parce qu'elle avait toujours eu une chance insolente, et qu'elle retombait toujours sur ses pattes, alors que lui. Elle ne put finir sa phrase. Le portrait était complet. Le fils prodigue n'était qu'un mirage construit sur des mensonges et des faiblesses. Face à la détresse de son mari, à la vérité crue exposée par Louise, et à l'effondrement final de son fils, Hélène craqua. Elle se tourna vers Louise, les larmes coulant sans retenue sur son visage marqué par des années de silence coupable. « Pardonne-moi, ma fille. » Sanglota-t-elle en s'affaissant presque. « J'ai été si lâche. J'ai vu ton père être injuste, j'ai vu Bastien profiter de toi, et je n'ai rien dit. J'avais tellement peur de tout perdre, de le contrarier. J'ai sacrifié ton bonheur pour une fausse paix. Pardonne ma lâcheté, si tu le peux un jour. » Louise la regarda, puis son père, brisé sur son lit d'hôpital. Il n'y avait plus de colère en elle, juste une immense fatigue et une tristesse infinie devant ce champ de ruines familiales. La vérité avait éclaté, brutale, nécessaire. Mais que faire maintenant de tous ces morceaux? Les semaines qui suivirent l'aveu de son père et les remords de sa mère furent celles d'une lente et délicate reconstruction, non seulement pour Louise, mais pour les bribes de ce qui restait de sa famille. Robert se rétablit doucement de son attaque. Louise s'assura qu'il reçoive les meilleurs soins possibles, allant jusqu'à avancer une partie des frais médicaux non couverts, mais elle le fit avec une distance nouvelle, posant des limites claires. Plus question de se sacrifier financièrement ou émotionnellement. Elle rendit visite à son père à l'hôpital, puis durant sa convalescence à la maison, trouvant un homme changé, plus humble, presque craintif. Leur conversation était brève, empreinte d'une politesse prudente, loin des foudres d'antan ou des attentes démesurées.
Quant à sa mère, Hélène, elle semblait renaître timidement. Secouée par la crise et encouragée par Louise à trouver sa propre voie, elle commença à s'affirmer face à son mari, à prendre des décisions pour elle-même. Elle s'inscrivit même à un cours de poterie, un vieux rêve enfoui. Louise soutenait ses élans d'indépendance, voyant sa mère s'épanouir d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pour Bastien, la porte resta fermée. Louise apprit par sa mère qu'il avait été contraint de trouver un petit travail pour commencer à rembourser ses dettes, qu'il vivait dans un studio minuscule et luttait contre ses addictions. Elle ressentit une pointe de tristesse, mais aucune envie d'intervenir. Son pardon, s'il venait un jour, serait pour sa propre paix intérieure, mais elle ne se laisserait plus jamais entraîner dans sa spirale destructrice. Pendant ce temps, les rêves de Lou prenaient leur envol. Les commandes affluaient, son style unique commençait à être reconnu. Un blog local influent avait même consacré un article élogieux à son travail, générant une vague de nouveaux clients. Louise travaillait avec passion, savourant chaque étape de ce succès qu'elle ne devait qu'à elle-même. Elle se sentait plus forte, plus confiante. Ses enfants la voyaient heureuse, épanouie, et cela rejaillissait sur eux. Mathis était un petit garçon joyeux et créatif, et Chloé, autrefois songeuse et critique, était devenue sa plus grande alliée, gérant avec brio la communication digitale de l'entreprise. Leur complicité était une source de joie immense pour Louise. « Tu sais, maman, » lui dit Chloé un soir, alors qu'elle finalisait une nouvelle série d'illustrations, « je suis vraiment fière de toi. De ce que tu as construit. » Ces mots simples emplirent Louise d'une émotion profonde. Sa relation avec Rémi s'était également approfondie, devenant un havre de paix et de tendresse. Il était son confident, son soutien indéfectible. Un soir, alors qu'il se promenait au bord de la Seine, sous un ciel étoilé, il lui ouvrit une part plus intime de son histoire. « Si je comprends si bien ce que tu traverses, Louise, commença-t-il doucement, c'est parce que j'ai moi-même connu l'effondrement et la reconstruction. J'avais une entreprise florissante, il y a quelques années. J'ai tout perdu, à cause d'un associé malhonnête. J'ai touché le fond, cru que je ne m'en relèverais jamais. » Il marqua une pause, son regard perdu dans le courant du fleuve. « Ça m'a pris du temps, mais j'ai appris à reconstruire, différemment. À trouver ce qui comptait vraiment. C'est pour ça que je sais que tu vas y arriver. Tu as cette force en toi, cette lumière. » Louise, émue par sa vulnérabilité et sa confiance, se serra contre lui. Leur lien, déjà fort, se teinta d'une compréhension mutuelle encore plus profonde. Ce n'était pas seulement un amour naissant, c'était une rencontre entre deux âmes qui avaient connu l'épreuve et choisi la résilience. Forte de ses succès professionnels, de l'amour de ses enfants et du soutien de Rémi, Louise se sentait prête à clore définitivement certains chapitres de son passé. Elle établit avec son père une relation nouvelle, basée sur un respect mutuel mais distant, sans les anciennes dynamiques toxiques. Elle encouragea sa mère dans sa nouvelle autonomie, partageant avec elle des moments de complicité inédits. Elle avait pardonné, non pour eux, mais pour elle. Pour se libérer du poids de la rancœur et de la colère. Elle avait choisi la vie, sa vie, bâtie sur ses propres rêves et ses propres mérites. La petite flamme artistique, ravivée dans les cendres d'un Noël brisé, brillait désormais d'un éclat vif et chaleureux, illuminant son chemin et celui de ceux qu'elle aimait. Elle était enfin elle-même, pleinement, et c'était la plus belle des victoires. 2 années s'étaient écoulées depuis ce Noël de cendres. 2 années de lutte, de larmes, mais aussi de victoires et de joies indicibles. Ce soir, le 24 décembre, l'appartement de Louise baignait dans une lumière douce et chaleureuse. Des guirlandes lumineuses scintillaient autour des fenêtres, un sapin décoré avec amour par Mathis et Chloé trônait dans un coin du salon, et l'odeur délicieuse d'un chapon aux morilles flottait dans l'air. C'était un Noël choisi, un Noël de cœur. Louise, rayonnante dans une robe simple mais élégante, observait la scène avec une émotion douce. Son entreprise, Les Rêves de Lou, était devenue une référence dans le monde de l'illustration jeunesse. Ses créations ornaient des livres, des chambres d'enfants, et elle avait même collaboré avec une grande marque de jouets pour une collection spéciale. Mais sa plus grande réussite était là, sous ses yeux. Mathis, maintenant un préadolescent pétillant d'intelligence, aidait Rémi à disposer les derniers amuse-bouches sur la table basse. Rémi, son Rémi, dont l'amour solide et la présence apaisante avaient été le roc sur lequel elle avait pu s'appuyer pour reconstruire sa vie.
Leur complicité était palpable, faite de regards tendres et de sourires échangés. Chloé, transformée en une jeune femme épanouie et créative, venait d'être admise dans une prestigieuse école d'art à Paris. Elle avait trouvé sa voie, inspirée par le courage et la résilience de sa mère. Ce soir, elle accrochait une dernière boule de Noël au sapin, ses yeux brillants d'une fierté partagée. Une sonnette discrète retentit. C'était Hélène, sa mère. Depuis la maladie de Robert, elle avait opéré une transformation spectaculaire. Plus affirmée, elle avait pris son indépendance, s'investissant dans ses cours de poterie avec une passion communicative. Sa relation avec Louise s'était apaisée, tissée de respect mutuel et d'une affection nouvelle. « Maman, entre. Tu es magnifique », lança Louise en l'accueillant. Hélène, souriante, portait une poterie de sa création, un joli plat décoré. « Pour toi, ma chérie. Pour votre nouvelle vie. » Robert, lui, était resté dans leur maison de province. Sa santé était stable, mais il préférait les Noëls tranquilles. Plus tôt dans la journée, Louise l'avait eu au téléphone. Un appel bref, apaisé, où il lui avait souhaité, d'une voix un peu faible mais sincère, un joyeux Noël, et avait demandé des nouvelles de ses petits-enfants. Un pas immense par rapport au passé. Quant à Bastien, il vivait sa vie ailleurs, tentant de se reconstruire loin des siens. Louise ne lui gardait plus de rancune, juste une indifférence polie. Il était un fantôme d'une autre vie. Un peu plus tard, alors que les rires fusaient et que les enfants déballaient leurs cadeaux avec excitation, Louise s'isola un instant près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Elle repensa à ce Noël d'il y a 2 ans, au froid, à l'humiliation, au désespoir. Et elle mesura le chemin parcouru. Cette année, elle avait fait un don significatif à une association venant en aide aux mères célibataires victimes de violences psychologiques. C'était sa manière de transformer sa douleur passée en quelque chose de positif, de tendre la main à celles qui, comme elle autrefois, se sentaient seules et brisées. Rémi la rejoignit, passant un bras protecteur autour de ses épaules. « À quoi penses-tu, mon amour ?» Elle se blottit contre lui. « À tout. À rien. Juste, au bonheur. » Il lui sourit. « Tu le mérites tellement. » La phrase fit écho en elle. « Tu le mérites. » Combien de fois son père avait-il dit que Bastien méritait mieux? Aujourd'hui, Louise savait. Elle savait que c'était elle qui méritait mieux. Mieux que la manipulation, mieux que le mépris, mieux que les sacrifices non reconnus. Et ce « mieux », elle ne l'avait pas attendu, elle l'avait construit, de ses propres mains, avec courage et détermination. Ils retournèrent au salon. Chloé leva son verre de cidre pétillant. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. « À maman. La femme la plus forte, la plus talentueuse et la plus inspirante que je connaisse. Merci de nous avoir montré qu'on peut transformer les cendres en étoiles. » Les larmes montèrent aux yeux de Louise. Mathis applaudit joyeusement, Hélène la regarda avec une tendresse infinie, et Rémi lui adressa son plus beau sourire. Louise leva son propre verre. « À nous, » dit-elle, sa voix vibrant d'une joie profonde. À la résilience, à l'amour qui guérit, et à la beauté que l'on trouve quand on ose enfin être soi-même. À la vie, tout simplement. Les verres s'entrechoquèrent dans un tintement cristallin. En cet instant, entourée de ceux qu'elle aimait, dans la chaleur de ce foyer qu'elle avait créé, Louise se sentit entière, apaisée. L'éclat qu'elle avait cru perdu à jamais brillait de nouveau en elle, plus vif, plus pur que jamais. C'était cela, le véritable miracle de Noël, la certitude éblouissante d'un bonheur retrouvé, forgé dans le courage et la vérité de son cœur.